Le thème de cette conférence, l'avenir de l'humanité en tant qu'espèce créatrice, nous amène à réfléchir sur plusieurs points. D'abord sur la question idéologique, la question géopolitique, question économique, et j'aborderai rapidement quelques politiques spatiales de quelques pays africains. Sur le plan géopolitique et idéologique, il y a une semaine, jour pour jour, le monde entier célébrait la chute, en tout cas les 30 ans de la chute du mur de Berlin, considéré comme l'événement le plus important de la fin du XXe siècle. Cela a poussé beaucoup de politiques et d'intellectuels à déclarer qu'une nouvelle ère de paix, de bonheur et de prospérité s'ouvrait à l'humanité. Dans la même loi des séries, M. Francis Fukuyama, politologue américain, a été le plus audacieux en commettant un article devenu célèbre intitulé « La fin de l'histoire ». En gros, la fin de l'histoire, c'est-à-dire la fin de la guerre froide, marque la victoire idéologique et définitive de la démocratie libérale et du libéralisme sur les autres idéologies politiques. S'il est vrai que la fin de la guerre froide fut un événement historique majeur à bien des égards pour une bonne partie de l'humanité, il est tout aussi faux d'affirmer qu'elle fut le début de la prospérité et du bonheur pour tous grâce au néolibéralisme. Force est de reconnaître que la chute du mur de Berlin n'a pas mis fin au cancer qui gangrène les États modernes, à savoir la géopolitique. Rappelons-nous tout de même que le mur de Berlin fut la conséquence de la confrontation de deux logiques géopolitiques suivantes. La géopolitique de la mer pour l'Angleterre, du fait de son insularité afin d'éviter d'être dominée par l'une des grandes puissances du continent, la France ou l'Allemagne. Ainsi, l'Angleterre sera la maîtresse des océans en contrôlant les points maritimes essentiels, le passage de la Baltique à la Chine, à savoir Gibraltar, le Cap, Suez, Aden, Hormuz, Singapour, etc. Cette géopolitique de la mer aura permis à la couronne britannique de disposer du plus grand empire colonial. La deuxième géopolitique qui a donné la conséquence à cette affaire du mur de Berlin, c'est la géopolitique continentale ou de forteresse pour l'Allemagne ou la Russie. Pour ne prendre que l'exemple de l'Allemagne, pays enclavé et étouffé entre la plutocratie occidentale et les pays slaves, frustrés de n'avoir pas sa part d'empire colonial, en dehors de quelques possessions au Cameroun ou au Togo, hanté par sa vulnérabilité et l'insuffisance de terres, son cauchemar est d'affronter une éventuelle coalition rassemblant les empires coloniaux comme l'Angleterre et la France, en plus de la Russie. Ainsi, l'Allemagne va axer sa stratégie dans la géopolitique continentale afin de se constituer un espace vital qui lui assurera un authentique empire. Guillaume II, Bismarck commenceront le travail et le Troisième Reich ira jusqu'au bout de l'idée. Or, 30 ans après la chute du mur de Berlin, toutes ces anciennes géopolitiques n'ont pas été supprimées, mais recyclées. Le monde n'a pas été autant truffé de conflits. Il va d'ailleurs sans dire qu'un déséquilibre effrayant, sans cesse croissant, apparaît béant entre les nations au niveau de l'approvisionnement, de la production, de la consommation. Ceux-là, riches de la pauvreté, des moins nantis technologiquement, et ceux-ci, pauvres de la richesse, des plus nantis. Sur un plan idéologique et économique, pour nous autres Africains, la fin de la guerre froide a constitué une nouvelle ruse historique, une fausse promesse, comme ce fut le cas avec les indépendances nominales dans les années 50 et 60. Car 20 ans après la fameuse année des indépendances, c'est-à-dire au début des années 80, la crise de la dette avec son cortège des PAS, c'est-à-dire plan d'ajustement structurel du FMI, avait déjà sapé les quelques timides efforts de l'érection des États africains post-indépendance. La décennie 90, inaugurée par la chute du mur de Berlin, ouvre une nouvelle séquence de ruses pour les Africains. Le salut est désormais dans les élections libres et transparentes, sans jamais poser les questions relatives à la souveraineté. Élections sans souveraineté, toujours contestées, chaque scrutin électoral devient polémologique. Chaos et guerre ne sont pas loin, avec des dégâts sociaux irréparables. Cependant, quel que soit le conflit politique entre les acteurs africains,
tous les politiques, une fois au pouvoir, appliquent le nouveau bréviaire néolibéral de la fin de l'histoire, cher à Francis Fukuyama, à savoir le consensus de Washington, seul programme économique agréé par le FMI et la Banque mondiale. Qu'est-ce le consensus de Washington, formalisé en 1989 par John Williamson, l'économiste en chef et président et vice-président de la Banque mondiale, consiste à privilégier et à aggraver les injonctions du FMI, déjà par le PASS, à savoir l'obtention le plus rapidement possible de la liquidation de toute instance de régulation, étatique ou non, la libéralisation la plus totale des marchés des biens, des capitaux et des services, l'instauration à terme d'un marché mondial autorégulé, au détriment, bien entendu, des investissements publics en matière de santé, d'éducation et des infrastructures indispensables au développement. Voilà brièvement la réalité du triomphe du monde néolibéral post-guerre froide. Évidemment, tout ceci est difficile. En dépit de la situation difficile, l'Afrique a-t-elle des ambitions spatiales susceptibles de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la téléphonie, à la télévision, à la radio, à l'Internet, au GPS, à la recherche scientifique? En réalité, la maîtrise scientifique de l'espace est un vrai enjeu démocratique car elle permet de réduire les coûts de distribution et d'accès à certains droits fondamentaux au plus grand nombre. Quelques pays africains sortent du lot. Sans être exhaustif, on peut citer par exemple l'Angola, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya. À cause des coûts extrêmement élevés, chaque pays africain se tourne encore une fois vers les États-Unis, vers la France, vers la Russie, vers l'Inde, vers la Chine pour se doter de son satellite. C'est en cela que les États-Unis d'Afrique, idéal pour lequel nous nous battons à tout son sens, non seulement il réglera les difficultés des coûts et la rationalisation de détention de satellites par pays, mais surtout, il réglera le problème de l'insécurité croissante entre voisins dès que l'un d'eux se dote d'un satellite. En conclusion, mesdames et messieurs, nous opposons au concept de fin de l'histoire, celui de l'historicité. L'historicité est le privilège propre à l'homme d'avoir conscience de vivre dans l'histoire. Cela induit d'avoir une solidarité de fait et de signification qui unit le passé et l'avenir au présent et motive la démarche d'une liberté qui cherche à produire l'avenir par un acte créateur. 30 ans après la chute du mur de Berlin, l'humanité développe son esprit guerrier et militariste avec une constance froide et mathématique. Tout ce qui tend à la mort nucléaire généralisée, à la destruction massive de la civilisation contemporaine. 30 ans après la chute du mur de Berlin, les ruses diverses et variées sur les élections transparentes, sans jamais poser la question de la souveraineté, ont désillusionné la jeunesse africaine. Cette jeunesse africaine, levier fondamental du devenir de l'Afrique, s'est tournée de plus en plus vers des figures historiques du patriotisme africain. Barthélemy Boganda pour la Centrafrique, Tom Mboya du Kenya, Félix Moumie ou Oumniobé du Cameroun, Murtala du Nigeria, Thomas Sankara du Burkina Faso, Steve Biko de l'Afrique du Sud, tous fervents patriotes africains, jeunes et dynamiques, morts, victimes de l'impérialisme. La contribution du panafricanisme à la paix dans le monde passe par la renaissance africaine. Cette renaissance tire sa force de résilience dans le plus ancien mythe agraire de l'humanité, à savoir le mythe osirien. Geste saisonnier de passion laboureur de la vallée du Nil, semer le grain, le mettre en terre, ensuite le moissonner, le couper à la fossile, rituellement après la sortie de terre, après germination, après résurrection, c'est la renaissance. Les monuments égyptiens répètent à l'infini ces mystères qui exposent une analogie entre la destinée humaine et la vicissitude végétale. Pour devenir libres, chers amis, nous devons cesser impérativement d'être des hommes machines, des hommes réflexes, des hommes raisons, des hommes robots. Je vous remercie. Oumou Dianingouvou, merci beaucoup.